Le marché du closing est cassé. Je pense que vous avez déjà entendu cette phrase, que ce soit pour le closing ou non d'ailleurs, mais aujourd'hui c'est bel et bien une réalité par rapport à ce secteur particulier. Vous le savez déjà, mais ça fait plus de 3 ans que je suis dans ce milieu, plus de 2 ans en tant que sales manager d'ailleurs, et il y a une réalité dont personne ne parle, c'est l'évolution naturelle du marché. La problématique, c'est que les formateurs sur le marché forment exactement de la même manière aujourd'hui qu'il y a 3 ou 5 ans en arrière. Donc forcément, il y a un manque d'évolution à ce niveau-là. Donc le but de cette vidéo, il est simple, c'est vous proposer la formation en closing la plus complète du marché francophone, où on va avoir une approche vraiment différente de ce qui se fait sur le marché, où on va plus être focus sur la technique pure. Mais dans cette formation, on va parler technique, bien sûr, mais on va surtout parler de l'humain et de l'émotionnel à l'intérieur des appels. Donc on va commencer avec un constat assez brutal, c'est que 80% des closers sur le marché actuel ne dépassent jamais les 3 000 € par mois. Donc la réalité d'un closer, c'est qu'il travaille, il se forme, mais par contre, il stagne. Comme je vous l'ai dit, j'ai managé des centaines de closers, mais j'ai vu exactement le même pattern se répéter des dizaines et des dizaines de fois. C'était tous des gens sérieux, des gens qui bossaient bien, qui écoutaient et qui faisaient des roleplays, qui prenaient des formations, voire même plusieurs, mais qui stagnaient à 25, 30, voire même 35% de taux de closing pour les meilleurs. Mais le problème là-dedans, c'est pas leur travail. Le problème, c'est ce qu'on leur avait appris. On leur avait appris des techniques, mais surtout, on leur avait appris à essayer de faire déclencher une prise de décision. C'est comme si vous aviez une voiture, que vous avez appris à accélérer, à freiner, mais pas passer les vitesses. Donc naturellement, vous serez bridé. Ici, on est exactement dans le même mécanisme. Tant qu'on ne comprend pas l'humain profondément, on ne peut pas passer ces vitesses-là. On ne peut pas accéder à des 40-45% de taux de closing et pouvoir travailler avec des meilleures missions pour des meilleurs infopreneurs, voire même participer à des meilleurs challenges. Donc maintenant, on va voir concrètement qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo, dans cette formation, et surtout, quelle est la différence avec des formations classiques. Donc les autres formations t'apprennent quoi dire, comme on l'a dit. Donc moi, en tout cas la technique HFS, va t'apprendre pourquoi les gens achètent réellement. Donc ça va être important pour vous que vous soyez débutant complet, que vous ne connaissiez pas le closing. Ça peut être important pour vous si vous êtes déjà closer actif. Également si vous êtes un entrepreneur ou un infopreneur et que vous avez besoin de closer vos propres offres. Et bien sûr, si vous êtes commercial et que vous souhaitez vous reconvertir. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va voir et qu'est-ce que vous allez acquérir grâce à cette formation d'aujourd'hui? Premièrement, on va vous apprendre à comprendre la psychologie profonde de l'achat humain, maîtriser chaque phase d'un appel de closing de A à Z, identifier ton profil de closer pour pouvoir l'exploiter au mieux, traiter n'importe quelles objections avec élégance, parce qu'un bon closer est élégant, trouver des missions légitimes pour pouvoir se démarquer et utiliser les bons outils pour pouvoir scaler votre activité en tant que closer. Donc on va commencer tout ça avec quelque chose de très simple mais d'extrêmement important, l'histoire même de la vente. Donc pour ça, on va remonter aux origines de la vente, donc qui se situe à peu près à moins 6000 ans avant Jésus-Christ. Et pour vous resituer un petit peu le contexte, la vente, elle est née avant l'écriture. Je vous mettrai des petites images d'archives au montage pour que vous puissiez visualiser concrètement de quoi on parle. Donc tout commence en Mésopotamie, vers les 6000 ans avant Jésus-Christ. À ce moment-là, c'était des tablettes d'argile qui détaillaient les ratios d'échange standardisés. Pour faire simple, c'était les premiers contrats de vente connus de l'humanité. Donc en Égypte, on avait le débène à ce moment-là. Donc c'était pas encore une monnaie concrètement, mais ça servait d'unité comptable un petit peu abstraite. Donc c'était pas de la monnaie physique, mais c'était déjà une valeur perçue. Et fixe surtout. Légèrement plus tard, on a eu la naissance des premiers commerciaux internationaux, les Phéniciens, qui vendaient de la pourpre de Tyr, du cèdre du Liban, des épices, et c'était situé dans la Méditerranée. Ensuite, on avance un petit peu dans le temps. On remonte à l'Antiquité, à Rome, à 200 ans avant Jésus-Christ. À ce moment-là, c'est l'invention des premières boutiques. Donc Rome développe son système commercial le plus sophistiqué de l'Antiquité. Les négociateurs apparaissent. En fait, c'était les marchands d'élite à l'époque. Les tabernae, c'est les premières boutiques permanentes à l'intérieur desquelles il y avait ce qu'on appelle le mercator, l'ancêtre du marché finalement, où on pouvait vendre nos produits au détail pour la première fois. Mais le plus important à comprendre ici, c'est vraiment que le concept de boutique permanente, il naît il y a plus de 2200 ans avec l'adoption de la monnaie. Et c'est cette monnaie qui a changé le cours de l'histoire. Avant ça, on était uniquement sur du troc et sur des marchés périodiques. Maintenant, on avance un petit peu dans le temps et on se retrouve avec le fondateur de la vente moderne, John Patterson. C'est vraiment le père de la vente actuelle. Ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, à cette époque, c'était que la production de masse du 19e siècle, elle a créé un problème un petit peu inédit. Et il y avait une question qui revenait tout le temps, c'était comment vendre tout ce qu'on fabrique. Donc John Patterson, il arrive à ce moment-là et c'est le fondateur de NCR.
NCR, peut-être que ça vous dit pas grand-chose, mais c'était le premier script de vente au monde, on l'appelle le NCR Primer. Il invente également la première école de vente, le premier guide de traitement des objections et le close assumptif. Pour les personnes membres de HFS, vous connaissez très bien ce que c'est. Pour les autres, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc derrière Patterson, il y a vraiment un héritage fort pour la vente. Premièrement, il va laisser le premier script de vente structuré au monde, les premières démonstrations produits sur le terrain, mais il va laisser également son petit protégé, Thomas Watson, qui fondera IBM un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, que vous soyez closer ou commercial, quand on parle de script, de roleplay, de formation de terrain, tout vient de Patterson. Donc tu utilises forcément encore ces méthodes aujourd'hui sans le savoir. On avance encore le cours du temps. Maintenant, on est entre 1930 et 1940 et je vais vous parler de 3 livres qui ont tout changé sur la vente et surtout sur la formalisation de la persuasion. À savoir qu'avant cette date, la persuasion existait bel et bien, on le savait, mais personne n'avait réellement réussi à la formaliser. Donc ces 3 livres ont drastiquement changé la compréhension de tout ça. Donc premièrement, le livre de Dale Carnegie, je pense qu'on le connaît tous, How to Win Friends and Influence People. Ici, on va mettre en valeur surtout l'écoute active, les noms propres, et avoir un intérêt authentique pour la personne à qui on vend quelque chose. Le deuxième livre, c'est également un classique, c'est de Elmer Wheeler, Tested Sentence That Sell. Là, c'est particulier parce qu'il a testé sur 23 millions de personnes, plus de 115 000 combinaisons de mots différents, ce qui lui a permis de prouver et de tester ce qui fonctionne réellement et l'impact des mots. Donc ça nous a permis d'en apprendre plus sur les discours de vente, sur les mots impactants, mais également sur le copywriting de manière générale. Pour le troisième livre, c'est également un basique de Napoleon Hill, c'est Think and Grow Rich. Donc pour faire simple ici, c'est vraiment le fondement du mindset moderne. Avant ça, c'est quelque chose qu'on évoquait très peu. C'est à partir de 1937 qu'il y a vraiment eu cette grosse évolution par rapport au mindset. On avance encore un peu dans le temps et on va comprendre comment la vente par téléphone a tout démocratisé et ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes closer à l'autre bout du monde et vous puissiez prendre votre téléphone et gagner de l'argent grâce à ça. Donc en 1876, il y a Bell qui invente le téléphone. En 1911, le premier cold call documenté. En 1970, le terme télémarketing a été inventé, mais il est surtout utilisé. On voit que dans les années 80, il dépense même le mailing postal qui était le canal principal de communication à l'époque. Donc à ce moment-là, vous voyez un petit peu l'évolution de la chose. Jusqu'en 2020, une époque qu'on connaît tous, le Covid-19 arrive. On reste tous enfermés chez nous, on fait tous du télétravail. Pour les commerciaux terrain, forcément, c'est un choc. Donc c'est vraiment là l'essor et la démocratisation de ce métier-là qui est le closing. Donc si on reprend les bases, il y a vraiment 4 grosses figures qui ont créé ce métier. Donc le premier, c'est Zig Ziglar, on l'a vu un petit peu plus tôt. Le deuxième, c'est Tom Hopkins, avec le livre How to Master the Art of Selling, que je vous conseille grandement de lire d'ailleurs. La troisième figure, on la connaît tous, c'est Jordan Belfort, alias le loup de Wall Street. Et le dernier, qui est un peu plus récent, c'est Dan Lok. C'est lui qui a popularisé le closing high ticket. On viendra sur sa définition un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais le mouvement du high ticket closing, du closing high ticket, il émerge entre 2015 et 2018. Ça a vraiment été porté par la croissance explosive du coaching en ligne, ça c'est sûr et certain, mais c'est surtout le Covid-19 en 2020 qui a consolidé ses fondations. Donc maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que le closing finalement? Donc la base absolue de tout ça, ça va être qu'est-ce que la vente? Donc vendre, c'est faciliter une décision qu'une personne a besoin de prendre pour pouvoir améliorer sa vie, quelle qu'elle soit. J'insiste sur quelque chose d'important, c'est pas convaincre quelqu'un d'acheter quelque chose dont il n'a pas besoin, c'est pas manipuler une personne, c'est pas la pousser, mais c'est identifier un problème réel, présenter une solution réelle et permettre à la personne de dire oui à sa propre transformation. Il y a une citation de Zig Ziglar que j'aime particulièrement, c'est la vente n'est pas quelque chose que tu fais à quelqu'un, c'est quelque chose que tu fais pour quelqu'un. Si on veut rentrer plus profondément, vendre, c'est avoir une valeur perçue supérieure au prix demandé. Donc si ton prospect pense que ce qu'il reçoit vaut plus que ce qu'il paye, forcément il va acheter, c'est mathématique. Donc si vous avez un carnet et un stylo devant vous, notez cette formule suivante, problème réel plus solution crédible, plus confiance établie est égal une vente naturelle. Ensuite, il est important de faire la distinction entre un closer et un commercial type traditionnel. Le commercial traditionnel va souvent prospecter lui-même ses propres leads, avoir un salaire fixe ou un fixe plus une commission. Il va gérer tout le cycle de vente, c'est quelque chose d'assez long. Il va travailler avec une entreprise et des produits imposés. Le présentiel est souvent requis. Il va avoir des objectifs chiffrés imposés par l'employeur. Donc il va avoir une grosse différence avec un closer high ticket type HFS qui va avoir des leads qualifiés et chauds, donc des potentiels clients qualifiés et chauds. Il va être payé par contre à la commission uniquement, mais qui peut être très intéressante, entre 10 et 20% dans la plupart des cas. Dans 80% de vos appels, un seul appel suffit pour vendre, de 30 à 60 minutes. On va avoir une évolution du marché par la suite, mais on reste quand même sur une majorité en premier appel de vente. Il va avoir également cette liberté de choisir ses offres et ses clients. C'est un travail 100% en remote, donc tu peux travailler de n'importe où dans le monde, que tu sois en France, au Brésil, en Thaïlande, à Bali, peu importe. Et surtout, tes revenus
sont directement liés à ta performance et c'est ça qui est intéressant. Donc si on devrait résumer tout ça, un closer high ticket, il reçoit des leads qui ont déjà exprimé un intérêt, regardez une vidéo, remplir un formulaire, envoyer un DM à l'infopreneur avec qui vous travaillez. Donc le job du closer, c'est de transformer cet intérêt en décision concrète. Et ça, c'est la phase la plus précieuse dans la chaîne commerciale. Donc maintenant, on va jeter un œil au marché. Donc le marché en 2026, ça représente 340 milliards de dollars et c'est surtout un marché en pleine croissance. Donc si on parle uniquement de e-learning, on atteint les 340 milliards de dollars en 2024. Et si on parle de coaching uniquement, on est à 7,31 milliards en 2025. En France, ça représente 35 milliards et l'intéressement des Français pour le e-learning est en hausse de 10% par an. Pour vous donner un ordre d'idée, le CPF, le compte professionnel de formation, est passé de 6% à 52% de formation à distance en moins de 5 ans. Donc on est vraiment sur une explosion de l'intérêt par rapport au e-learning, au marché de l'infoprenariat en général. Donc concrètement maintenant, qu'est-ce qui se vend par closing? Quels sont les différents types d'offres sur le marché et qu'est-ce qu'on peut vendre concrètement? Donc premièrement, on va avoir le coaching type high ticket, on l'a vu précédemment, qui représente la majorité du marché, 40 à 45%, pour un prix moyen de 5 000 euros. Bien sûr, il y a des offres moins chères, il y a des offres beaucoup plus chères et les commissions sont intéressantes parce qu'on est entre 10 et 20% de com. Deuxièmement, on va avoir les formations type premium, qui représente également une grosse part du marché, on est entre 25 et 30%, pour un prix moyen un petit peu plus bas, entre 2 000 et 5 000 euros pour les plus grosses. Pour les coms, on est toujours pareil, entre 10 et 15% à peu près. Ensuite, on a les masterminds, c'est l'étape d'au-dessus avec un prix moyen légèrement plus élevé, ça peut être très intéressant en tant que closer. Par contre, ils sont bien moins nombreux, forcément, ça représente 10% de la part du marché et les commissions restent les mêmes entre 10 et 20%. On a également l'émergence des SaaS ces dernières années, des SaaS B2B principalement, qui représente une part du marché bien plus petite, on est entre 5 et 10% grand maximum. Pour le prix moyen, vu que c'est un abonnement par mensualité, on est entre 25 000 et 100 000 dollars par an. Et par contre, niveau commission, on est un petit peu plus bas, entre 5 et 8% généralement. Et le dernier type d'offre, donc l'agence et le service, ça représente une part infime du marché. Là aussi, on est sur du 5%. On a des tickets qui restent assez intéressants, entre 5 000 et 25 000 dollars. Mais on a également des coms un petit peu plus basses, entre 8 et 15% dans de très très rares cas. Donc si on met l'accent sur la France, le sweet spot, ce qu'on appelle, donc la moyenne, elle est entre 2 000 et 6 000 euros par offre. Pour vous donner une idée, si on a une commission entre 10 et 15% sur une offre à 3 000 euros, ça nous donne entre 300 et 450 euros par deal closé. Donc un closer lambda qui close 7 deals par mois, qui représente à peu près 21 appels, arrive à générer entre 2100 et 3150 euros. Un bon closer, par contre, qui arrive à closer 15 personnes, qui prend à peu près 45 à 50 appels, lui, il peut atteindre des paliers à 4500, voire même 6750 euros par mois, uniquement, bien sûr, sur une offre à 3000 euros. Donc ça reste quelque chose de vraiment intéressant en vue de la liberté, surtout que ça peut apporter derrière. Donc maintenant qu'on a compris qu'est-ce que c'était le closing et qu'est-ce qu'on pouvait vendre, il faut comprendre le marché dans sa globalité et surtout vers quoi le marché va pouvoir évoluer. Donc comment parler du marché sans parler de l'IA? Pour faire simple, aujourd'hui, l'IA, ça va éliminer les mauvais closers, mais les bons resteront, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut comprendre également que la vente reste omnicanal, 80% des interactions en B2B sont désormais virtuelles, donc le closer, il doit maîtriser la visio, les DM, à la limite les emails, mais également les SMS. Donc la bonne façon d'appréhender l'IA, ce n'est pas d'en avoir peur, mais c'est savoir l'utiliser. Par exemple, aujourd'hui, il existe des outils d'analyse conversationnelle pour pouvoir analyser vos appels en temps réel et donner un feedback instantané constant. Mais dans une ère où l'IA est partout, ce qui va être très intéressant de votre côté, c'est d'avoir une hyper personnalisation, d'avoir un vrai contact humain, sortir des scripts ou de la trame qu'on voit partout et qu'on vous donne partout, mais avoir une vraie relation de confiance, un petit cocon de confiance avec votre prospect pendant vos appels. C'est ça qui va vous faire devenir un très bon closer. Donc concrètement, votre rôle, c'est de faire ce que l'IA ne peut pas faire. Donc créer de la confiance, lire les émotions, s'adapter en temps réel, créer un lien humain et authentique. Parce que l'humain, il reste irremplaçable dans la vente émotionnelle du high ticket. Et on le rappelle, aujourd'hui, la vente est 100% émotionnelle, 0% rationnelle. Si la vente était rationnelle, on n'aurait pas besoin de closer sur le marché. Il y a un sujet qu'il fallait qu'on aborde également, c'était la croissance qui était garantie de tout ça. Plus il va y avoir de contenu en ligne, plus il va y avoir d'offres. Plus il y a d'offres, plus il y a le besoin de closer. Donc le marché lui-même ne se sature pas, mais par contre, il va sélectionner en fonction des profils de closers présents sur ce marché. Maintenant, on va comprendre les différents
canaux, les leads et l'écosystème même du closing. Donc au niveau de tes canaux d'acquisition, tous les leads ne se valent pas. Donc on va voir les différents canaux d'acquisition qui sont listés juste ici. Donc le premier canal et qui a la meilleure qualité d'acquisition, ça va être le référencement ou les recommandations. Donc là déjà, le coût par lead, il est de 0, le taux de conversion est très élevé et on dit de ce lead que c'est un lead chaud parce qu'il a été recommandé par telle ou telle personne qui est déjà passée par les services que vous vendez et qui en a été content. Donc forcément, il est bien plus susceptible de passer à l'action rapidement. Le deuxième meilleur canal, ça va être les webinaires. Donc là, on a un coût par lead un petit peu plus élevé. On a un taux de conversion qui est également intéressant puisqu'un webinaire, généralement, c'est sur 1 heure, voire un petit peu plus. Donc le prospect est resté tout au long de ce webinaire. Donc a été chauffé, a été bombardé d'informations, il a une vision sur concrètement comment ça va se passer. Mais pour déclencher l'acte d'achat, il a besoin d'avoir un contact humain avec vous, le vendeur, le closer. Donc on reste sur une qualité très intéressante, on est également sur un lead chaud. Donc ensuite on va avoir le canal LinkedIn, c'est un classique également. On a un coût par lead qui est généralement plus élevé, forcément, un taux de conversion légèrement plus bas, mais par contre ça reste des leads d'une très bonne qualité et qui sont des leads assez chauds. Ensuite, le Google Ads, ça on le connaît tous. Ce qui nous intéresse, nous surtout, c'est le Facebook et le Meta Ads, parce que 80% du marché de l'infoprenariat est là-dessus, donc sur le Facebook et sur le Meta Ads, qui a un taux de conversion moyen tout confondu de seulement 7,72%. Donc si on parle de qualité pure sur le marché de manière générale, on est quand même sur une qualité moyenne. Ce fameux taux de conversion se gagne par la confiance se gagne par la preuve, par la connexion émotionnelle et par le rapport que vous arrivez à créer entre vous et le prospect pendant vos appels de vente. On va parler d'un concept fondamental, c'est la température du lead qui est le facteur le plus sous-estimé aujourd'hui dans vos appels. C'est vraiment important de comprendre ça pour arriver de la meilleure façon dans vos appels, savoir quelle mission vous choisissez ou non et avoir des critères plus sélectifs par rapport à tout ça. Premièrement, on va parler du lead froid, c'est un classique. Là, il n'y a aucune interaction au préalable. Il y a un taux de conversion qui est très bas et surtout un cycle de vente qui est très long. Forcément, la personne ne vous connaît pas. Ensuite, on va parler des leads tièdes. Donc là, ces personnes, elles ont montré de l'intérêt par des webinaires, par le téléchargement de ce qu'on appelle des leads magnets qui vont donner de la valeur gratuitement. Elles ont peut-être envoyé un DM, peu importe. Là, on est sur des taux de conversion plus élevés, entre 5 et 15%, donc ça reste intéressant. Un cycle de vente beaucoup plus court, donc de 30 à 60 jours généralement. Dans un monde idéal, en tout cas dans une équipe adaptée, là c'est le terrain de jeu du setter, la personne qui vient avec vous pour pré-qualifier les personnes avant que vous les ayez en appel. Et les derniers leads, c'est les leads chauds, ce qu'on préfère tous, c'est logique. Ces personnes-là ont une intention d'achat assez forte, c'est elles qui ont pris rendez-vous et ce sont les décideurs pour pouvoir passer à l'action. Donc là on a un taux de conversion très intéressant de 20 à voire 40% et le cycle de vente est très court. Quand on parle de cycle de vente, on parle vraiment de tout, pas uniquement de la personne que vous avez au téléphone. Le cycle de vente qui commence à l'instant même où la personne commence à connaître l'infopreneur, regarder son contenu, regarder ses stories, regarder ses vidéos YouTube, commencer à lui parler, etc., etc. Donc ça peut aller assez vite finalement. Et c'est là où vous intervenez, c'est votre terrain de jeu à vous en tant que closer. Donc imaginez si on couple ça avec les différents canaux d'acquisition qu'on a vu juste avant, si votre prospect vient d'un referral qui convertit déjà très bien et que c'est un lead chaud, forcément c'est la meilleure opportunité que vous puissiez avoir aujourd'hui. Donc on va forcément prioriser ce canal. On en a parlé juste avant, mais on va s'attarder un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que c'est que le setter? À quoi il sert concrètement? Et pourquoi vous devez absolument bien travailler dans une certaine harmonie avec lui? Donc le setter, pour faire simple, ça va être le filtre. Mais pas n'importe quel filtre, ça va être le filtre qui change tout pour vous en tant que closer. Donc le rôle du setter, ça va être de qualifier des leads via DM ou via des appels pour vous l'envoyer à vous. Donc son rôle, c'est pas de vendre, mais c'est de qualifier et réserver un rendez-vous pour le closer. Donc lui, ce qu'il va gérer, c'est le volume. Il va avoir des dizaines et des dizaines de conversations tous les jours, pendant que le closer, lui, il va gérer la profondeur de tout ça. En moyenne, un closer, il prend entre 3 et 5 appels par jour. Grand maximum 10 si c'est quelqu'un qui vient de débuter et qui veut vraiment aller plus vite. Je vous ai mis une petite étude importante et d'ailleurs, si vous êtes closer, vous pouvez le ressortir à votre setter, ça va peut-être le booster un petit peu plus. C'est une étude de Harvard Business Review qui a montré que répondre dans les 5 minutes multiplie par 21 les chances de qualifier un lead. Donc le setter, s'il est réactif, peut vous envoyer un flux de leads considérablement plus grand s'il répond dans les 5 minutes. Donc on reprend. Le lead arrive ici, il entre dans le funnel, via un DM, via un formulaire, via de la pub, peu importe. Le rôle du setter, il arrive ici, donc il va qualifier ces personnes via DM ou via appel. Ensuite, il va prendre rendez-vous via Calendly ou iClose. Et là, vous arrivez en tant que closer pour conduire l'appel et conclure la vente. Une fois que le deal est conclu, la commission est partagée et c'est parti. C'est le rôle de la delivery. Donc quand on voit ça, on se dit waouh, le setter est là pour m'envoyer uniquement des leads extrêmement qualitatifs. Donc finalement, c'est assez simple.
Donc à vous de comprendre quelque chose d'important. Est-ce que le setter est obligatoire? Donc non, il n'est pas obligatoire, mais il est essentiel, surtout quand le closer passe trop de temps en DM au lieu de closer, quand le volume de lead dépasse la capacité d'une seule personne, quand le taux de closing baisse par manque de qualification en amont surtout, et si on parle chiffres, quand le business dépasse les 6 chiffres de CA par an. À savoir que tous les infopreneurs n'ont pas de setter. Et des fois, c'est juste par manque de professionnalisme de leur part. Donc vous, ce que vous devez faire quand vous cherchez une mission, c'est pas accepter n'importe quelle mission, mais c'est de comprendre l'écosystème complet, comprendre l'acquisition, comprendre ce qui se passe avant vous et après vous, pour voir si cette mission vous correspond, pour que vous puissiez être aligné avec ce que vous vendez. Donc le modèle de rémunération du setter, il est simple, hein, on est entre 3 et 5% du CA. On peut être payé également au rendez-vous posé, on peut avoir un fixe plus un bonus, splitter la commission, peu importe, il y a énormément de possibilités. Maintenant, on s'attaque à l'essentiel, le rôle du closer là-dedans. Concrètement, qu'est-ce que c'est? On va voir la définition complète du closer pour comprendre concrètement qu'est-ce qu'il est vraiment. Donc un closer, il convertit des prospects qualifiés en clients pour des produits ou services premium, allant de 1000 à 100 000 euros, voire même plus certaines fois. Donc il intervient sur la phase finale du parcours client. Son approche à lui, elle est consultative. Il est là pour poser des questions, écouter, identifier les problèmes, présenter une solution adaptée. Donc il n'est pas là pour forcer, mais il est là pour faciliter une décision. Donc un closer lambda, il a entre 3 et 8 appels par jour, de 30 à 60 minutes à peu près. Il travaille avec des leads préqualifiés ou chauds. Il est rémunéré uniquement à la commission, entre 10 et 20%. Il est 100% en remote. Il n'a aucune prospection à faire lui-même. Donc on n'est pas là pour vendre du rêve, on est là pour vraiment avoir une vision objective sur la situation et sur ce métier qui est le closing aujourd'hui. Concrètement, combien est-ce qu'on peut gagner? Pour un débutant lambda qui est entre 15, 20, 25% de taux de closing, on va tourner entre les 1500, 2500, grand maximum 3000 euros par mois. Pour un intermédiaire, quelqu'un qui est là-dedans depuis 6 mois, 9 mois, allez peut-être 1 an, on peut être un petit peu plus haut, 3000, 4000, pour les meilleurs 5000 euros. Pour les expérimenter, on peut monter à 5, 8 000 euros grand maximum. Mais ce qui va faire la différence là-dedans et ce qui va vous faire exploser vos commissions, ça va être d'exploser vos taux de closing, donc d'avoir 40, 45% de taux de closing, ce qui va vous permettre d'atteindre de meilleures offres. Forcément, quand on fait une vente à 3 000 euros ou une vente à 10 000, la rémunération n'est pas la même. Donc quand on étale ça sur le mois, à la fin du mois, on n'est plus sur du 5 000 euros, mais on peut être sur du 10, 15, 20 000 euros par mois. Donc je vous ai mis des statistiques sur une étude qui a été faite sur le marché US. Donc un salaire moyen, on était à 112 000 $ par an. Le top 10% atteignait les 180 000 $ et les performeurs étaient à plus de 300 000. Donc c'est exactement pareil sur le marché français. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir très bien gagner votre vie tout en ayant cette liberté de travailler d'où vous voulez. Donc Maintenant, on va voir comment trouver ses premières missions ou trouver ses premières opportunités. Il va y avoir 6 gros piliers qu'on va voir ici. Donc premièrement, ça va être les plateformes dédiées comme closers.io qui, pour être honnête, ne marchent pas extrêmement bien pour de la mise en relation. Deuxièmement, on va avoir les réseaux sociaux que je vous conseille et qui est beaucoup trop sous-estimé. Troisièmement, le réseau personnel qui doit absolument être construit au sein de votre formation ou même de votre côté. Quatrièmement, forcément, les formations et coaching, comme ce qu'on propose chez HFS, parce que ça va inclure l'accès au réseau d'infopreneurs. Donc les infopreneurs, ils vont faire confiance aux closers certifiés à une méthode qu'ils connaissent. Quatrièmement, c'est faire ce qu'on appelle de l'outreach, donc d'identifier des offres high ticket en ligne, contacter le créateur, l'infopreneur directement et montrer ta valeur avec un loom vidéo de présentation, un roleplay ou une écoute de call classique. Et le dernier point, ça va être trouver des job boards généraux. Donc sur Indeed, sur LinkedIn, je vous ai mis des mots-clés à chercher, commission only, sales, closer freelance, sales représentative, remote. Donc aujourd'hui, si vous vous lancez dans le closing de manière 100% indépendante, pour être transparent, la première mission va être extrêmement dure à trouver puisque personne ne se porte garant de votre formation, de vos compétences. Donc un infopreneur prend le risque de vous prendre et quand on vend des offres à 5 ou 8 000 euros, quand vous perdez une vente, vous faites perdre 8 000 euros à l'entreprise. Donc c'est pas n'importe quoi. Donc quand on met ça sur le tapis, ce qu'il va falloir faire, c'est se différencier. Donc comment te démarquer sur un marché qui est déjà saturé? Donc le premier point classique, c'est d'avoir comme référence la personne qui vous a formé. Donc vous prenez son image, sa formation comme garantie. Donc l'infopreneur ou le sales manager est rassuré derrière. Mais dans tous les cas, ce qu'il va falloir faire, premièrement, ça va être de créer un loom de présentation. Ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, ça va être se spécialiser dans une niche particulière, par exemple le coaching sportif, le coaching dans la santé, le coaching dans l'investissement, peu importe. Documenter bien sûr tes résultats, avoir un maximum de screens, de témoignages, ton taux de closing réel est suivi, être actif sur LinkedIn ou sur les réseaux, parce que publier du contenu sur la vente, ça va créer un flux entrant d'opportunités.
Et pourquoi pas tenter de proposer un call test gratuit avant même d'être recruté. Donc je vous ai mis un message parfait pour contacter un infopreneur, je vous le laisse juste ici. Si vous en avez besoin, envoyez-moi un petit DM, je vous l'enverrai sans souci. Par contre, qui dit marché saturé et possibilité de bien gagner de l'argent, dit également possibilité d'arnaque. Donc on va voir ici les protections essentielles à avoir pour pouvoir détecter une arnaque. On va commencer par les red flags. Premièrement, il n'y a jamais de frais upfront à payer pour pouvoir accéder soi-disant aux clients, donc pour pouvoir soi-disant accéder aux clients, voire même accéder aux infopreneurs directement. Deuxième red flag, ça va être qu'on vous garantit des résultats immédiats et ça sans expérience requise. Fuyez directement. Troisièmement, on va éviter à tout prix les infopreneurs qui montrent une richesse affichée sur les réseaux avec des voitures de luxe, des villas de luxe, etc. etc. Quatrièmement, s'il n'y a aucun contrat écrit, il n'y a aucune garantie qu'ils vont vous payer. Pareil, si c'est un modèle de revenu basé sur le recrutement d'autres closers, on appelle ça du MLM, donc fuyez. Et le dernier petit point qui est essentiel, c'est si c'est impossible de parler au closer actuel de l'équipe, ça veut dire simplement que ça cache quelque chose. Donc on a vu les red flags. Maintenant, on va voir comment savoir quand une mission est légitime. Donc si l'offre est visible en ligne et vérifiable, avec une page de vente, des témoignages publics, etc., déjà, on a un bon point. Deuxième bon point, c'est si le créateur a une présence réelle et ancienne sur les réseaux, mais surtout avec une bonne image. Troisièmement, un contrat est fourni avant le premier appel. Quatrièmement, les commissions sont versées selon un calendrier qui est clair. Tu peux parler avec d'autres closers de l'équipe et tu as toujours une période d'essai de 2 à 4 semaines qui t'est proposée. J'insiste là-dessus, vérifiez bien tous ces points-là, car il y a de plus en plus d'arnaques qui essayent de profiter de vous, parce que vous ne trouvez pas de mission, parce que vous avez un taux de closing qui est assez bas, et parce qu'aucun formateur ne se porte garant de vos compétences. Ensuite, on va voir le mindset du closer. La réalité derrière tout ça, c'est que 8% des vendeurs font 80% des ventes aujourd'hui. Ce ne sont pas les plus talentueux, ce n'est pas les meilleurs parleurs, ce n'est pas ceux qui ont le meilleur script, loin de là d'ailleurs, mais ce sont ceux qui persistent là où les autres abandonnent. Quelque chose qu'on dit beaucoup en closing, c'est que la vente se fait dans le follow-up. Le follow-up, en fait, c'est les relances. Quand on dit des relances, ça ne va pas être des relances forcées, pas naturelles ou quoi que ce soit, mais c'est relancer de la meilleure façon possible. Rebondir sur des choses que vous avez évoquées en appel, par exemple. Envoyer des ressources gratuites qui semblent pertinentes par rapport à son profil. Mais s'il vous plaît, ne faites pas comme 44% des personnes sur le marché abandonner après une relance. 92% des closers abandonnent après 5 relances. Parce que si on veut parler statistiques, si on prend des études prouvées, 80% des ventes nécessitent 5 relances ou plus. Donc 80% des ventes nécessitent 5 relances ou plus, alors que 92% des commerciaux abandonnent avant 5 relances. Donc quand on comprend ça, on comprend que l'argent est bel et bien dans le follow-up, dans les relances. Donc faites partie de ces 8%-là, s'il vous plaît. Faites partie des 8% qui font 80% des ventes par persistance. Si on rentre plus profondément dans le mindset, il y a Albert Bandura, qui était à Stanford dans les années 1970. Il a compris quelque chose qui s'appelle l'auto-efficacité. Donc c'est la croyance qui prédit tout finalement. Pour faire simple, et si on met ça uniquement sur la vente ou sur le closing, il explique que si tu crois que tu vas rater un appel, tu le rates. Pas parce que tu manques de technique, mais parce que ta voix, ton rythme, tes questions, ils vont trahir ton manque de confiance avant même que tu ouvres la bouche. D'où l'importance d'avoir confiance en soi, c'est sûr et certain, mais d'avoir confiance en l'offre. On ne peut pas être convaincant si on n'est pas convaincu par l'offre que l'on vend. Donc c'est les petites victoires qui construisent la confiance. C'est de voir que d'autres réussissent qui te permet de croire que tu peux le faire. Mais c'est également avoir quelqu'un qui te suit pour avoir du feedback, qu'il soit positif ou négatif, mais qui va pouvoir augmenter ta performance. Il y a même une étude de 2020 qui confirme que l'auto-efficacité, elle est liée à la performance commerciale plus que les compétences techniques elles-mêmes. Donc il y a des croyances limitantes qu'il va falloir absolument éradiquer. C'est je suis trop insistant ou trop manipulateur, c'est ce prix est trop élevé pour eux, c'est que vous devez les convaincre et c'est que s'ils disent non, vous avez tout raté. Sortez-vous ça de la tête, soyez aligné avec ce que vous vendez et arrivez dans vos appels avec ce fameux mindset du médecin. Vous êtes là pour diagnostiquer ce que la personne a comme problématique en face de vous et voir si vous avez la solution parfaitement adaptée. Si c'est le cas, vous pouvez avoir confiance dans vos appels et ça va paraître naturel. Maintenant, on va parler de quelque chose qui m'a beaucoup aidé et qui a aidé beaucoup de closers que j'ai accompagnés. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez devenir un bon closer, vous devez absolument avoir ce qu'on appelle le growth mindset. Pour faire simple, il y a deux mindsets complètement différents, donc le fixed mindset et le growth mindset. Donc le fixed mindset, c'est quelqu'un qui va penser que le talent est fixe à la naissance, que l'échec, c'est une menace à l'identité, qui va éviter les défis par peur d'échouer, qui va abandonner face aux obstacles. Donc typiquement, ça va être quelqu'un qui se dit « je suis nul en closing, c'est mon caractère,
donc je vais abandonner. À l'inverse, une compétence n'est pas innée. Donc vous devez d'avoir un gros mindset, surtout si vous lancez dans cette activité à fond. Donc il faut que vous compreniez que le talent se développe avec l'effort. L'échec, c'est une information qui est précieuse pour vous. C'est de chercher les défis comme une opportunité et c'est de persister face aux obstacles. Donc un closer avec le growth mindset, il va se dire si je rate cet appel, c'est tout simplement parce que j'ai pas encore compris telle ou telle technique. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va parler performance, optimisme et ce qu'on appelle l'état de flow. Donc commençons par l'optimisme. Il y a une étude qui a été faite par l'université de Pennsylvanie où on s'était rendu compte que des agents qui étaient optimistes vendaient 20 à 40% de plus et avaient 2 fois moins de risques de démissionner que les pessimistes. L'optimisme finalement, c'est pas quelque chose de naïf, mais c'est un style qui est explicatif. Pour faire simple, comment tu interprètes l'échec définit ton niveau de performance. Ensuite, on va parler état de flow. C'est quelque chose que vous entendrez sûrement très régulièrement, mais c'est un état humain, un état émotionnel en fait qu'on ressent quand on travaille ou quand on est sur une tâche particulière. Donc là aussi, il y a une étude qui a été faite et qui expliquait que l'état de flow rendait les dirigeants 500% plus productifs. En vente, cet état de flow, ça correspond à tes meilleurs appels. Pour faire simple, c'est quand ton challenge est égal à ta compétence. Si ton challenge est supérieur à la compétence, tu vas être anxieux. Si ton challenge est inférieur à ta compétence, tu vas t'ennuyer dans tes appels. Par contre, si ton challenge est égal à ta compétence, là, tu es dans ton état de flow, là, tu vas performer. Maintenant, on va voir ton profil de closer et tu verras, c'est pas ce que tu crois. Donc, il y a une étude qui a été faite sur plus de 6000 vendeurs et on a réussi à déterminer 5 archétypes particuliers. Donc, on va avoir le challenger, c'est la personne qui enseigne, adapte, prend le contrôle. C'est le profil dominant dans des ventes un petit peu complexes. Et ça représente 40% des top performers. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le lone wolf. Donc lui, il va être assez confiant, il va suivre son instinct. Il est difficile à manager, il va représenter 25% des top performers. Ensuite, il y a le hard worker. Donc lui, on va être uniquement sur de la discipline pure et dure, avec un volume d'activité au maximum, 17% des top performers. Ensuite, on va avoir le problem solver, une personne fiable, orientée détail et service après-vente. Là, ça représente 12% des top performers. Et en dernier, on va avoir le relationship builder. Malgré la croyance un petit peu populaire, ça va être le moins performant en vente complexe. Ça représente seulement 7%. Donc, quand on fait un état des lieux de l'intégralité de tout ça, c'est vraiment le challenger qui va dominer parce qu'il enseigne quelque chose de nouveau au prospect. Il va personnaliser son message. Il n'a pas peur de prendre le contrôle de l'appel. Donc ça, en fait, c'est les fondements même de la méthode HFS qu'on enseigne. Ensuite, on va parler du modèle DISC. Donc c'est comprendre comment tu vas. Donc la première lettre, le D, c'est pour dominant. Quelqu'un qui va dominer l'appel, il ne va pas avoir peur de demander la vente directement. Il va pouvoir gérer la pression facilement. Il peut paraître des fois agressif et avoir une écoute insuffisante. Et ça va être idéal pour un prospect décisif qui souhaite une vente rapide et pour du B2B avec des offres assez élevées. Le deuxième profil, ça va être le profil I, influent. Donc lui, sa force, ça va être de faire un rapport building qui est naturel, avoir une énergie qui est communicative, pouvoir créer cette connexion émotionnelle facilement. Par contre, ses angles morts, ça va être souvent qui parle trop, qui manque de suivi. Donc ça va être idéal pour du coaching lifestyle, des offres avec de la communauté, etc., etc. Le troisième type de profil, donc le S, pour les profils stables. Donc sa force, c'est une écoute active naturelle, une confiance durable. Par contre, il va éviter un peu la confrontation, il va avoir du mal à closer fermement. Donc ça va être très bien pour des offres santé, bien-être, coaching un petit peu psychologique. Et pour le dernier profil, le C, donc consciencieux, lui, ses forces, ça va être la maîtrise du produit, les réponses précises aux questions vraiment techniques, mais par contre, il peut être perçu comme froid ou trop lent pour créer un rapport ou une connexion émotionnelle. Donc ça, à la limite, ça peut être bien pour du SaaS, pour de la formation purement technique ou pour du B2B analytique. Donc on a vu la base, l'histoire, qu'est-ce que c'est que le closing, vers quoi ça a tendance à évoluer, le mindset également. Maintenant, on va voir comment structurer concrètement un appel.